Bonjour à toutes et à tous, et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de The Prep Dads Podcast. Ici, on parle de nutrition, de training, de bodybuilding et de tout ce qui pourrait toucher de près ou de loin à votre développement personnel, que ce soit même de coaching ou de productivité. Je m'appelle Louis, j'ai un master en sciences et je serai votre hôte durant tout ce podcast. Pour rappel, encore une fois, ce podcast a pour but de vous aider dans vos réflexions personnelles. Tout ce qui est dit ici, ce n'est que le reflet de mes pensées, et peu importe, encore une fois, les explications ou les conseils que je pourrais donner dans ce podcast, vous devriez consulter un professionnel compétent dans le domaine se rapportant à ce dont je parle. Et je vous conseille toujours, évidemment, de faire vos propres recherches, notamment par rapport au thème du jour. Évidemment, c'est le premier podcast de l'année. Meilleurs vœux à tous. Et j'ai remarqué, j'ai lancé ce podcast l'année dernière, et là, je n'ai pas fait énormément d'épisodes par rapport au voyage, par rapport à l'organisation, par rapport à la direction dans laquelle je voulais emmener ces podcasts. Et j'ai remarqué que le format que vous appréciez le plus, que ce soit sur YouTube ou même du coup les autres plateformes d'écoute, ça reste quand même le format podcast. Je vais donc, et je m'engage, et je l'ai dit dans ma vidéo YouTube qui est sortie le week-end dernier, normalement, si le timing est bon, que je m'engage à délivrer un podcast par semaine durant toute cette année 2025. Le plus dur, honnêtement, c'est de trouver des sujets. Si vous avez des idées de sujets, je vous conseille toujours de les mettre en commentaire YouTube ou de me les envoyer sur Instagram ou par mail à coaching@theprepdad.com. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous intéresse, du moins je pense, et c'est celui des compléments alimentaires. Et surtout, aujourd'hui, on va parler des compléments alimentaires pour la prise de muscle et la performance d'une manière globale. Je ne vais pas faire un podcast sur tous les compléments alimentaires. Je ferai évidemment d'autres podcasts autour des compléments si je vois que celui-là vous plaît. Avant de démarrer ce podcast, si ce n'est pas encore fait, je vous encourage tous à regarder la description de cette vidéo ou du podcast Spotify. Vous avez le lien de The Prep Family Circle. The Prep Family Circle, c'est le groupe gratuit que j'ai créé pour vous permettre d'échanger avec des personnes qui ont les mêmes ambitions que vous, de poser des questions à des coachs The Prep Family ou à moi-même, d'avoir des vidéos éducatives exclusives, tout ça totalement gratuitement. Je vous encourage à télécharger l'application, à nous rejoindre, c'est totalement gratuit, c'est dans la description. Je suis sûr que vous apprendrez de nombreuses choses et ça vous permet encore une fois d'avoir un petit peu plus de contenu ajouté que les podcasts, les vidéos YouTube ou les autres contenus sur Instagram. Donc, podcast aujourd'hui sur les compléments alimentaires pour la performance. Et avant qu'on commence, j'aimerais juste faire une mise en garde vis-à-vis des compléments. Bon, déjà, avant de consommer n'importe quel complément, je vous recommande toujours de regarder la législation du pays dans lequel vous vous situez, petit 1. Petit 2, je vous conseille toujours de demander à un professionnel de santé compétent. Troisième chose, si vous êtes un athlète en bodybuilding naturel, je vous encourage toujours à regarder les listes des substances qui pourraient être bannies de votre fédération, car ça varie de fédération en fédération. Regardez bien ça. Juste quelques petits tips pour acheter ces compléments et avant de démarrer. La première chose, c'est toujours regarder qu'il y ait bien la liste de tout sur le complément. C'est-à-dire que si vous avez un pré-workout et derrière, vous n'avez pas la liste exacte de ce qu'il y a, je vous conseille non pas de fuir, mais de potentiellement ne pas l'acheter. Également, lorsque vous avez un complément et que dedans, il y a des mélanges et qu'on ne vous indique pas les doses de chaque ingrédient, je vous conseille de ne pas le prendre, tout simplement parce que certains compléments, on sait qu'ils sont efficaces à certaines doses. Si demain, vous achetez un pré-workout et qu'il y a marqué matrice, vous voyez parfois ça derrière les pots de compléments, matrice pump, et dedans, il y a marqué citrulline, arginine, bêta-alanine, mais on ne vous met pas les dosages exacts. On vous met juste le dosage total de poudre, peut-être 10 grammes. Vous ne savez pas combien il y a de citrulline, arginine, bêta-alanine. Donc, ça, c'est également un piège à éviter. Et la deuxième chose, du coup, par rapport à tout ça, je vous conseille toujours, parce que là, je vais vous parler de compléments d'une manière individuelle. Je ne vais pas vous dire, achetez ce pré-workout, achetez ce multivitamine. Non. Et je vous conseille d'ailleurs d'acheter la plupart des ingrédients séparés, sauf si vous êtes sûr de la composition de votre
complément. Pourquoi acheter les ingrédients séparés? Tout simplement car ça vous coûtera moins cher, premièrement. Deuxièmement, il y a moins de risques de contamination. Et on l'a vu en 2017, il y a une revue de 23 études qui a montré qu'entre 12 et 58% des compléments étaient contaminés avec des stimulants, avec d'autres substances potentiellement dopantes. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous recommande, lorsque vous êtes athlète, par exemple naturel, de toujours prendre des compléments qui ont été approuvés par les normes antidopage. Alors, je ne sais plus le nom exact de l'organisme qui valide ça. Il y en a un que vous retrouvez par exemple sur certains compléments de différentes marques. Je vais essayer de ne pas citer de marque lors de ce podcast. Je crois que ça s'appelle Informed Sports, mais vous pourrez potentiellement me confirmer cela. Et donc, encore une fois, on a d'autres études également qui soulignent qu'il y a beaucoup de compléments qui contiennent d'autres substances que ce qu'on aimerait dedans. Et on a potentiellement des contaminations parfois. Donc, évidemment, faites attention à ça. La deuxième chose et le deuxième point, avant d'aborder les compléments, et je vais aborder aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder aujourd'hui 8 compléments en tout, ce qui est quand même pas mal, relativement dans le détail. Mais avant d'aborder cela, pour les coachs qui conseillent des compléments. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, si demain vous avez un sponsor, un partenaire pour les compléments alimentaires, ne cherchez pas à tout vendre à vos clients. Je trouve ça dommage et souvent peu honnête. Et la deuxième chose également, c'est éviter, si par exemple votre client arrive dans le coaching et vous dit qu'il prend X ou Y compléments et que vous trouvez que ces compléments sont totalement inutiles, évitez de leur dire à quel point c'est nul. Car encore une fois, ça peut déclencher une dissonance cognitive et on a un conflit qui va rentrer chez le client. C'est dans la mesure où ils ont dépensé de l'argent sur un complément, ils pensent avoir du coup vu suffisamment d'informations avant de l'acheter. Pour l'acheter, ils n'auront peut-être pas envie d'entendre que le complément ne fonctionne vraiment pas. Car, tout simplement, ils vont avoir l'impression d'avoir perdu de l'argent, par exemple. Et donc, la manière dont vous allez dire que c'est nul est importante. Donc, à la place de dire « Ah t'as perdu ton argent, c'est nul », dites à votre client « Ah, tu pourrais économiser de l'argent, par exemple. » À la place de dire « Ça ne fonctionne pas », tu peux tout simplement dire tu peux avoir les mêmes résultats. Pardon, vous pouvez simplement dire « Tu peux avoir les mêmes résultats sans ce complément. » Donc, faites attention lorsque vous allez critiquer quelque chose que votre client pouvait potentiellement faire en termes de complément. Et également, ce qu'on pourrait se dire, c'est il y a peut-être un problème. Si on critique trop un complément, on aura peut-être on va peut-être annuler l'effet placebo, parce qu'on sait encore une fois qu'il y a des compléments qui fonctionnent avec un effet, on va dire, placebo. Et dites-vous une chose, même si vous expliquez qu'un complément ne fonctionne pas, l'effet placebo peut toujours avoir lieu. Et c'est toujours mieux de dire la vérité. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'effet placebo ouvert. Donc, en gros, pourquoi est-ce que ça pourrait avoir lieu? Tout simplement parce qu'on sait que l'effet placebo, c'est un effet qui peut être subconscient. Et donc, ce que je vous conseille, évidemment, ne vendez pas tous les compléments que vous pouvez à votre client, si vous êtes coach. Ou même si demain, je sais pas, votre petit frère se met à la muscu, ne lui dites pas de prendre tous les compléments. Non. Dites ce qui est efficace, dites la vérité, c'est ce qui... Alors, la vérité, vous comprenez ce que j'entends par là, ce que vous pensez être juste, et c'est ce qui compte réellement. Et on sait également que l'attache, on va dire, émotionnelle, la foi en certains compléments, ça peut potentiellement limiter les capacités d'une personne. Encore une fois, on ne doit pas se fier uniquement aux compléments pour progresser, et au contraire, on doit leur expliquer aux personnes, expliquer à nos clients qu'ils peuvent atteindre les mêmes résultats sans complément, car ça va tout simplement augmenter leur estime de soi et leur capacité. Donc par exemple, que la personne ne croit pas qu'elle ait besoin d'un complément perte de poids pour perdre du poids. C'est un des exemples que j'ai ici. Et donc, je vais vous parler de 5 compléments communs. Et ensuite, je vais vous parler de 3 compléments dont on me pose souvent des questions. Donc, je vais vous dire déjà les compléments desquels on va parler. On va parler de la bêta-alanine,
on va parler de la créatine, évidemment, on va parler de la caféine, on va parler de la citrulline, et on va parler de l'ashwagandha. Et dans les 3 compléments où je vais donner mon avis et sur ce qu'on sait, c'est également des compléments où j'ai quelques questions dessus souvent qui reviennent sur Instagram en questions-réponses. On va parler du Tribulus, on va parler des BCA, et on va parler d'un complément qui devient populaire notamment dans les pré-workouts, l'alpha-GPC. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Accrochez-vous, sortez vos carnets et vos stylos. J'espère que ça vous plaira, c'est parti. Donc déjà, on peut parler de la bêta-alanine. Et la bêta-alanine, c'est un acide aminé qui est non essentiel et qui peut nous intéresser parce que ça pourrait avoir une aide ergogénique, tout simplement parce que ça a un rôle au niveau de la synthèse de la carnosine. Et ce qu'on doit se dire, c'est que tout simplement, ça peut nous aider à augmenter nos performance. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui lorsque l'on parle de bêta-alanine. Ce qui nous stoppe, nous, lorsqu'on fait de la musculation, par exemple, sur des séries longues, ça serait, par exemple, la fatigue qui serait accumulée. Et la bêta-alanine, ça pourrait nous aider à contrer ça. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est utile pour l'entraînement en résistance, oui, et car ça peut nous aider tout simplement à dépasser, on va dire, la fatigue sur un muscle localisé à un moment donné. Cependant, ce que l'on voit au niveau de la bêta-alanine, c'est que les doses, encore une fois, ce qu'il nous faut par rapport aux doses, ce sont des effets, c'est un effet pardon, qui est cumulatif. Donc on a besoin d'en prendre tout le temps pour que ça soit relativement efficace. Donc, en gros, la bêta-alanine, on la recommande pour, par exemple, des sprints, on la recommande pour du vélo, on la recommande pour même de la boxe, des choses comme ça. Mais pour des efforts de plus courte durée, c'est sûrement un petit peu moins efficace. Et c'est pour ça que là, lorsque je parle de la bêta-alanine en musculation, je parle potentiellement d'effets bénéfiques, notamment sur les séries longues. Car les preuves que l'on a actuellement ne supportent pas l'intérêt de la bêta-alanine sur des efforts à intensité modérée, notamment l'entraînement en résistance. Donc en fait, nous, si on utilise de la bêta-alanine en musculation, ça serait potentiellement pour les séries longues ou les choses de plus longue durée qu'on pourrait potentiellement faire. Et pourquoi pas, sur demain, vous avez des séries drop set ou peu importe, peut-être que là, ça deviendrait relativement intéressant. Mais on n'a pas vraiment de preuves qui soulignent l'intérêt de la bêta-alanine pour l'entraînement en résistance, mais c'est un petit peu un raisonnement mécanique que de se dire ça fonctionne ailleurs pour des efforts, on va dire comme le sprint à une durée relativement, à une longueur moyenne, alors ça pourrait fonctionner en musculation également. Mais il faut être quand même conscient de cela. Donc la bêta-alanine, ça peut être bien, mais la bêta-alanine, les effets en termes de musculation, c'est modéré. Si vous faites d'autres sports, ça peut potentiellement être relativement efficace. En termes de dose de bêta-alanine, ce qu'on suggère souvent, c'est des doses de 0,8 à 1,6 grammes jusqu'à faire entre 3 et 6 grammes par jour. Donc en gros, vous prenez plusieurs doses de bêta-alanine par jour, entre 2 et 4, toutes les 3-4 heures. Pourquoi ? Tout simplement parce que le gros point négatif de la bêta-alanine, ça serait la paresthésie. Je crois qu'on dit comme ça en français. Paresthésia. Oui. C'est quoi la paresthésie pour les personnes qui ne savent pas ou qui n'ont jamais pris de bêta-alanine? Si vous avez pris de la bêta-alanine, vous savez sûrement ce que c'est. C'est vous sentez, j'ai envie de dire un peu des fourmillements dans vos membres au niveau de votre visage. Et c'est relativement désagréable. Et on sait du coup, encore une fois, que pour atteindre des niveaux relativement au maximum au niveau de la carnosine dans les muscles, il faut environ 4 semaines, d'où l'intérêt d'en prendre tous les jours, même les jours où vous ne vous entraînez pas, comme la créatine, et on y reviendra après. Est-ce qu'il y a besoin par rapport à la bêta-alanine, par exemple, de faire une phase de charge où vous en avez plus et ensuite d'avoir une phase de maintien? Ça pourrait être le cas.
Cependant, je vois peu de personnes faire ça, tout simplement parce que prendre de la bétalanine à certaines doses, ça peut être relativement désagréable, comme ce que j'ai évoqué juste avant par rapport à la paresthésie. Donc, ça, c'était la vue d'ensemble que je voulais vous donner autour de la bétalanine. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire dessus? Pas spécialement, à part que ça peut retarder la fatigue, et ça serait l'intérêt qu'on aurait potentiellement en musculation. Et si on veut optimiser chaque pourcent de notre progression, ça peut être un des compléments intéressants pour la performance, et ça l'est d'autant plus si vous pratiquez d'autres sports en soi que la musculation, où vous avez des efforts plus à durée moyenne. Le deuxième complément dont j'aimerais parler, c'est un complément que vous connaissez sûrement tous, c'est tout simplement la créatine, qui est un des compléments où on a le plus de recherches dessus. C'est un complément qu'on retrouve naturellement dans la viande, dans le poisson, et qui est également produit dans le foie. Et d'une manière moindre, également au niveau des reins et du pancréas. Ce qu'on voit, c'est que se supplémenter en créatine, ça augmente tout simplement les stocks de créatine dans le corps, qui sont situés d'ailleurs majoritairement dans le muscle squelettique, sous forme de phosphocréatine. Ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de la créatine, ça peut nous aider sur la performance, notamment sur des efforts de moins de 30 secondes la plupart du temps. Et ce qu'on voit souvent, c'est des augmentations qui peuvent aller de 5 à 15% au niveau de la force maximale, de la capacité anaérobique et tout simplement de la performance de travail globale par rapport à ça. Ce qu'on voit également, c'est qu'il pourrait y avoir d'autres intérêts lors de sprints, lors de sprint par exemple, lors de sauts, mais c'est pas spécialement ce pourquoi ça nous intéresse ici. Ce qu'on voit également au niveau de la créatine, c'est que ça aide également à augmenter la force sur des exercices qui sont haut du corps et bas du corps, qui durent moins de 3 minutes. Donc là, déjà, c'est un petit peu plus long que ce que j'ai évoqué juste avant. Et c'est des effets qui sont indépendants de l'âge, du sexe ou encore de votre niveau d'entraînement. Donc, on voit que la créatine, ça marche dans la majorité de la population. Et donc, ça peut également augmenter le volume total que vous allez pouvoir soulever durant votre séance. Ça peut également nous intéresser. Et également, un point important, c'est que ce que l'on voit, c'est que, par exemple, faire une phase de charge en créatine vers 20 grammes par jour, ça peut augmenter la synthèse du glycogène. Et donc, ce que l'on voit, c'est que, par exemple, lorsqu'on a une déplétion de glycogène, qu'on a moins de glycogène, et qu'ensuite on prend de la créatine, ça peut nous aider à augmenter cette synthèse plus rapidement. Et ça pourrait, du coup, potentiellement nous intéresser si on a un sport où on doit faire une déplétion de glycogène avant pour X ou Y raison, par exemple pour faire le poids. Si on veut resynthétiser notre glycogène musculaire plus vite, alors avoir beaucoup plus de créatine, ça pourrait potentiellement être intéressant. Et un autre bénéfice de la créatine, c'est qu'elle aide avec la rétention d'eau. Et oui, ça peut être un bénéfice, tout simplement parce que si vous êtes même un athlète d'endurance et que vous êtes dans des environnements chauds, le fait que la créatine puisse vous aider à stocker de l'eau, ça pourrait être relativement intéressant. Et ça peut également aider dans des... la créatine peut également aider à réduire les risques de crampes musculaires. Donc notamment pour des efforts, par exemple, à de longue durée. Donc vous voyez, les bénéfices de la créatine sont relativement grands, peuvent toucher relativement tous les sports, et en musculation, c'est pour ça que ça nous intéresse réellement. Combien de créatine faudrait-il prendre? Alors, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est ce qui est efficace, c'est 0,3 g de créatine par kilogramme de poids de corps environ. Je sais que la dose souvent qu'on suggère, c'est 5 grammes par jour, mais 5 grammes pour un individu qui a beaucoup plus de masse musculaire qu'un autre, ça ne fait pas vraiment de sens du coup. Donc 0,3 g par kilogramme de poids de corps par jour de créatine monohydrate. Et est-ce qu'on pourrait potentiellement avoir
une phase de charge de créatine, excusez-moi, je me suis trompé. J'ai mélangé 2 paragraphes que j'avais notés. Le premier paragraphe, c'était par rapport à la phase de charge. Si vous voulez faire une phase de charge en créatine, et oui, la phase de charge peut potentiellement être utile, c'est juste que ça vous permet d'arriver plus rapidement à une saturation de vos réserves, tout simplement au niveau de la créatine. C'est environ 0,3 g par kilogramme de poids de corps, 4 fois par jour pour 5 à 7 jours, et ensuite une dose de maintenance entre 3 et 10 grammes par jour, ça semble relativement acceptable. Évidemment, faire une phase de charge au niveau de la créatine, ce n'est pas essentiel, mais pourquoi? Tout simplement parce qu'on a vu que entre prendre 3 grammes de créatine pour 28 jours, c'est à peu près la même chose que de prendre de faire une phase de charge de créatine pendant 6 jours. Donc la phase de charge n'est pas obligatoire, mais ça permet de saturer vos stocks plus rapidement. Donc ça peut très bien être intéressant. Et donc, également, dernier point par rapport à la créatine, on sait que la réponse à la supplémentation en créatine, c'est relativement variable. Et il y a certains individus qui ne verront pas de bénéfice au niveau de la performance lorsqu'il s'agit de créatine. Et ça peut, je pense, être dû à de nombreuses choses, par exemple au niveau de créatine que vous avez de base, à votre nutrition, à votre âge, au type de fibres que vous avez également dans votre corps, et on ne peut pas vraiment prédire. Là, on n'en parle pas aujourd'hui, mais on sait que la créatine, il y a d'autres intérêts, d'autres bénéfices lorsqu'il s'agit de santé, notamment au niveau de votre cerveau. Et donc, est-ce que ça pourrait être quand même intéressant d'en consommer? À ma connaissance, oui. Et là, lorsqu'on parle d'individus qui ne sont pas répondants à la créatine, on parle d'individus qui ne sont pas répondants en termes de performance. Ça, c'est pour la créatine. Donc, bêta-alanine, créatine. Alors, évidemment, je ne l'ai pas mentionné depuis le début, mais alors, si vous êtes sur Spotify, je ne sais pas si je pourrais le faire, si vous êtes sur YouTube, toutes les références scientifiques sont dans la description, donc tout ce que j'appuie depuis le départ. Au total, là, dans ce que j'ai évoqué, il y a au moins une dizaine d'études mentionnées, donc je mentionne évidemment tout dans la description. Le troisième complément utile duquel j'aimerais parler aujourd'hui, c'est la caféine. J'ai déjà fait une vidéo au sujet de la caféine, donc je vous recommande d'aller la voir pour avoir un petit peu plus de détails. J'ai pas spécialement envie de m'éterniser là-dessus aujourd'hui parce qu'il y a une vidéo qui est relativement complète autour de la caféine, donc je vous laisse aller la regarder. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que la caféine, il y a des effets au niveau de la performance, il y a des effets au niveau de l'éveil, on va dire, du focus que vous pourriez avoir, de la réduction également de la douleur, et on voit également que la caféine, ça peut avoir un effet direct sur le muscle squelettique, tout simplement parce qu'on a un plus grand recrutement d'unités motrices. Et donc, ça peut aider au niveau de la contraction musculaire, par exemple. Pour plus de détails, allez voir la vidéo sur la caféine. Attention, au niveau de la caféine, quand même, on a des cas de personnes qui sont décédées avec de la caféine, ça existe, ou de toxicité remarquée au niveau de la caféine, mais ça reste relativement très rare. Également, ces cas-là, c'est souvent des personnes qui, par exemple, combinent la caféine avec d'autres drogues ou d'autres choses, qui consomment, par exemple, énormément de boissons énergisantes qui sont elles-mêmes combinées avec d'autres ingrédients qui ont plus de 300 mg de caféine. Alors, je vous dis pas que c'est la dose maximale, avec d'autres stimulants. Donc là-dessus, il faut faire attention. Et également, il faut faire attention au type de population, si vous êtes jeune, etc., potentiellement à la dose que vous allez consommer. Ce qu'on voit, c'est qu'une consommation régulière de caféine, ça peut conduire à une tolérance à la caféine, mais ça dépend encore une fois des individus. Allez voir ma vidéo là-dessus. Et en termes de dose, je l'évoque également dans cette vidéo-là.
Un des autres effets négatifs de la caféine, alors oui, ça pourrait être le fait qu'il y a une élévation au niveau du rythme cardiaque, au niveau de la pression artérielle, des palpitations, sur le très court terme lorsque vous allez en consommer. Le réel problème de la caféine que je vois chez beaucoup de personnes, et notamment que j'ai en coaching, du moins avant qu'elles m'aient en coaching, c'est tout simplement le fait que ça peut venir perturber la qualité de sommeil. Et ça, c'est en réalité le plus gros problème, et la durée de sommeil. Pourquoi? Tout simplement parce que par rapport à la durée de demi-vie de la caféine, ça peut poser un problème si vous consommez de la caféine, je ne sais pas, dans l'après-midi, et ça peut potentiellement perturber votre temps d'endormissement, vos phases de sommeil. Donc, essayez de consommer de la caféine au moins 9 heures avant d'aller dormir. Donc, si vous allez dormir à 22 heures, ne consommez pas de caféine après 13 heures. Je vais m'hydrater un petit peu. Le quatrième complément duquel je voudrais parler aujourd'hui, c'est la citrulline. Et on en entend souvent parler lorsqu'il s'agit de pré-workout. Et est-ce que c'est réellement efficace pour optimiser vos entraînements? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un acide aminé non essentiel qu'on trouve, par exemple, dans la pastèque, le concombre, les autres types de melons également. On sait que ça passe par le foie sans être métabolisé. Et on retrouve souvent, du moins dans la supplémentation qu'on va prendre, la citrulline sous forme de citrulline malate, ce qui est une combinaison entre de la L-citrulline et du malate, tout simplement. Les effets de la supplémentation en citrulline ont notamment été étudiés lorsqu'il s'agit d'exercices anaérobiques chez des adultes qui sont souvent jeunes et qui sont souvent déjà actifs. Et on voit des effets positifs au niveau de l'endurance musculaire. Ce qu'on voit également, c'est que ça peut également aider, du coup, et on a une revue intéressante, relativement récente, une méta-analyse, qui montre que la citrulline augmente le nombre total de répétitions jusqu'à l'échec d'environ 3 répétitions. Mais c'est juste pour vous dire qu'on a quand même des preuves qui sont relativement constantes lorsqu'il s'agit d'augmentation de la performance avec la citrulline. Et ce que l'on voit, c'est que ces études ont notamment utilisé de la citrulline malate. Mais la citrulline ne semble pas, par contre, avoir d'effet sur la puissance maximale, la force maximale. Donc, c'est plus au niveau potentiellement de l'endurance musculaire. Ça peut également potentiellement améliorer la récupération. Et ça pourrait être un des autres bénéfices de la caféine. Et ça peut réduire du coup notre RPE, le Rate of Perceived Exertion, donc la fatigue, directement après l'exercice, 24 à 48 heures après. Mais encore une fois, ça reste un effet qui est potentiellement plus minime que le reste. En termes de dose que l'on voit dans la recherche, c'est que souvent ce qu'on consomme en termes de citrulline malate, c'est environ 8 grammes de citrulline malate 1 heure avant l'exercice. Et souvent, ce que l'on voit, c'est un ratio de 2-1 en termes de citrulline et de malate. Donc 2 citrulline pour 1 malate. Et il faut faire attention dans la mesure où c'est pas un ratio que vous retrouverez relativement dans vos compléments. Donc faites attention à ça par rapport au ratio. Également, une autre option, si vous ne souhaitez pas utiliser la citrulline malate, c'est de consommer de la L-citrulline 1 heure avant l'exercice. Ça peut également potentiellement être utile, au moins environ 3 grammes par jour. Et on a vu des bénéfices jusqu'à 10-15 grammes. Donc la citrulline, potentiellement un autre complément efficace pour les performances à l'entraînement, pour retarder légèrement, enfin, alors j'allais dire retarder la fatigue, mais non, augmenter, on va dire, l'endurance ou mieux récupérer. Et le dernier complément duquel j'aimerais parler lorsqu'il s'agit de performance, et c'est l'ashwagandha. L'ashwagandha,
l'ashwagandha, qu'est-ce que je peux dire? C'est une plante adaptogène qui est potentiellement, on va dire, anti-stress. Ça semble réduire le cortisol, ça semble améliorer également les taux de testostérone, réduire potentiellement le stress oxydatif, et tous ces effets-là ont des effets du coup bénéfiques sur la performance. Ce qu'on sait également, c'est que ça peut même aider au niveau de l'endurance, parce qu'on aurait une meilleure capacité de transport d'oxygène vers les muscles, et donc une meilleure performance aérobique, tout simplement. Ce que l'on voit, c'est que la majorité des études que l'on a sur l'ashwagandha étudient les effets sur les adaptations aérobiques, notamment au niveau de la VO2 max, et on voit que l'ashwagandha semble pouvoir augmenter la VO2 max, et on a beaucoup moins d'études sur l'ashwagandha et l'entraînement en résistance. Ce que l'on voit, c'est que ça, sur les études que l'on a, ça peut potentiellement augmenter la force maximale sur certains exercices qu'on avait. Là, c'était, je crois, le squat et le bench press. Et ça peut réduire notamment les dommages musculaires, réduire un petit peu la fatigue, mais on n'a pas suffisamment d'études sur le sujet, ou du moins, elles ne sont pas d'une très grande qualité. Là, par exemple, sur l'entraînement en résistance, ce que je vous ai évoqué, c'était chez des personnes qui n'étaient pas entraînées. Donc, et c'était des hommes pas entraînés, et ce n'était d'ailleurs que des hommes, à savoir si les effets sont les mêmes chez les femmes. Donc, ce que l'on voit avec l'ashwagandha, c'est l'effet semble positif lorsqu'il s'agit notamment de l'augmentation de la VO2 max, et pour les autres paramètres au niveau de l'entraînement en résistance, ça semble moins concluant. Ce que l'on voit souvent qui est utilisé sur les études, c'est soit de l'ashwagandha KSM 66, soit de l'ashwagandha avec le label Sensoril, et la dose que l'on a souvent, c'est entre 3 et 500 mg pris 2 fois par jour, donc entre 600 et 1000 mg par jour, avec souvent une dose le matin et une dose le soir avant de dormir. Donc, pour moi, les 5 compléments que je vous ai évoqués là, c'est des compléments qui semblent intéressants pour la performance pour les raisons que j'ai évoquées. Évidemment, il y a sûrement d'autres compléments qui sont intéressants pour la performance. Mais je pense que j'ai listé les plus intéressants. Évidemment, on aurait pu parler de la protéine en poudre, mais je considère que la protéine en poudre est un aliment. Évidemment, on aurait pu mentionner les glucides également en poudre intra-training, mais je considère ça encore une fois comme un aliment. Et il y a d'autres compléments également qui semblent bénéfiques, mais je voulais vous évoquer ces 5-là aujourd'hui. Et ensuite, je vous l'ai dit au début de la vidéo, je voulais vous donner mon avis sur 3 compléments qui semblent, selon moi, intéressants. Ou non. Ou non, d'ailleurs. Et je vais commencer par celui qui semble le moins intéressant, et c'est le tribulus. Donc, le tribulus, c'est une herbe, et vous avez déjà entendu parler du tribulus, car soi-disant, ça aiderait à augmenter les taux de testostérone, à augmenter les performances. Et c'est d'ailleurs souvent, si vous regardez les catégories de compléments sur les sites internet, marketé comme un booster de testostérone. Et donc, ça pourrait potentiellement aider à avoir des taux de testostérone plus élevés. Est-ce que ça va vous aider à avoir plus de gains musculaires? Et ça, c'est ce qui nous intéresse par rapport au tribulus. Ce que l'on voit chez, notamment sur des études que l'on a chez des jeunes hommes et des adolescents, c'est qu'il n'y avait pas d'effet sur la composition corporelle, sur la force, sur l'endurance musculaire, mais il y avait, je crois, une recherche ou deux qui montrait que ça pouvait potentiellement augmenter la puissance maximale. Et les effets positifs du tribulus ont, à ma connaissance, été uniquement chez des participants relativement entraînés. Et on a eu quelques effets potentiels relativement intéressants, mais c'était qu'un effet qui était relativement minime. Donc, on n'a pas de données qui vient supporter l'utilisation du tribulus pour augmenter la masse musculaire et pour augmenter la performance.
et les effets chez des personnes qui ne sont pas entraînées, c'est pas vraiment clair. Et chez les femmes, c'est pas vraiment clair. Et donc, on a besoin de plus d'études pour réellement tirer des conclusions. Excusez-moi, j'avais perdu mes mots. Donc, les effets du tribulus, chez des individus entraînés, ça semble pas vraiment efficace. Il semblait du moins y avoir de très très légers bénéfices. Chez des adolescents, même chose, il semblait pas y avoir beaucoup de bénéfices. Comme je vous ai dit, le seul qu'on ait trouvé, c'était au niveau de la puissance maximale, potentiellement. On a des études sur les rats qui semblent intéressantes au niveau de l'augmentation des taux de testostérone, mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse sur l'homme, du moins. Et c'est pas ce qui nous intéresse dans l'immédiat pour gagner plus de masse musculaire, parce que c'est pas parce que vous avez un taux de testostérone vraiment, enfin, très très légèrement plus élevé, parce que ça serait le cas ici. Je parle pas d'une supplémentation exogène en testostérone. Ce n'est pas parce que vous avez ça que vous allez gagner plus de muscles. Le deuxième complément, où j'aimerais donner mon avis, et c'est un complément où on nous a expliqué que c'était utile, puis on nous a expliqué que c'était pas utile, et aujourd'hui, il y a toujours, c'est toujours les deux mêmes camps, c'est les BCA. Est-ce que les BCA, c'est utile ou non? Ce qu'il faut se dire, c'est que, déjà, si vous consommez suffisamment de protéines, consommer des BCA, c'est tout simplement redondant. Par exemple, de la whey, vous avez dans 100 grammes de whey, 11 grammes de leucine, 6 grammes d'isoleucine, 6 grammes de valine. Donc, 23 grammes de BCA. Ça peut varier en fonction des compléments. Donc, en consommer plus, c'est sûrement redondant. Et on a quand même beaucoup d'études qui ont été faites autour des BCA. Et ce que l'on voit, c'est des effets qui restent minimes lorsqu'il s'agit des performances, tout simplement. Ça peut potentiellement être utile pour réduire la fatigue et les dommages musculaires liés à l'exercice. Oui. Et donc, ça pourrait potentiellement augmenter la performance. Oui, notamment dans des exercices intenses. Mais est-ce que ces effets, c'est unique au BCA ou est-ce que ça pourrait être également le cas juste avec un complément en protéines. Et donc, on ne sait pas vraiment si c'est un effet unique au BCA ou si vous prenez juste une protéine en poudre, on aurait le même effet. Il y a deux avantages qui semblent intéressants lorsqu'il s'agit des BCA. C'est déjà, si vous les consommez pile avant l'exercice, il y a peu de chances que vous ayez envie de vomir. Alors que si vous consommez 20 grammes de whey, 30 grammes de whey avant de vous entraîner, je vous parle de 5 minutes avant de vous entraîner, peut-être que vous allez avoir des nausées lors de votre entraînement. Et la deuxième chose, c'est que les BCA, dedans, il n'y a pas de tryptophane, et on sait que le tryptophane, ça peut potentiellement être lié avec la fatigue au niveau de l'exercice. Ça reste de la spéculation. Donc, les BCA, c'est pas si nul, mais c'est pas quelque chose que j'irais recommander. Du moins, faut pas dire à quel point c'est inutile, faut tenter de comprendre. Et le raisonnement qui est rationnel, c'est si vous consommez suffisamment de protéines, les BCA, c'est sûr que ça semble pas être le meilleur choix pour votre porte-monnaie, car ça coûte relativement cher et il n'y aurait pas plus de bénéfices qu'une bonne protéine en poudre. Et le dernier complément, je vous avais évoqué que j'allais en parler, c'est l'alpha-GPC. Et l'alpha-GPC, on voit que il y en a de plus en plus dans les compléments et potentiellement, je pense que certaines personnes viennent promouvoir ça, notamment pour le focus, l'endurance musculaire, et il y en a de plus en plus dans de nombreux compléments, dans le milieu anglophone, dans le milieu francophone, je pense aussi. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y aurait un plus grand signal au niveau de la contraction musculaire et donc une plus grande production de force chez les reins. Donc, ça ne s'applique pas vraiment ici. On n'a pas de données qui viennent réellement nous montrer des effets bénéfiques au niveau de la force, de la performance avec cet ingrédient. Là, on a en fait très peu d'études dessus. On a une seule étude qui nous montrerait que l'alpha-GPC pourrait augmenter nos performances au niveau du développé couché, mais
on a d'autres études qui nous montrent que ça ne sert, enfin, alors pas que ça sert à rien, mais du moins qu'il n'y a pas spécialement de bénéfices. Donc, la réponse pour l'alpha GPC, pour les personnes qui me posent notamment la question dans les pré-workout ou même si vous devriez en prendre d'une manière isolée, c'est on n'a pas suffisamment de données pour nous dire si c'est utile ou non. Donc, il y a de grandes chances que si vous achetiez de l'alpha GPC, que ça soit potentiellement une perte d'argent. Et mon but dans ce podcast, c'était de vous en faire gagner. Donc voilà, ma revue de ces 8 différents compléments. J'espère que ça vous aura plu. C'était un podcast qui a un format un petit peu plus court et je pense d'ailleurs que je ferai des formats un petit peu comme ça lorsque je suis tout seul pour tenir le rythme à l'année, car vous imaginez bien que de faire des podcasts d'1 à 2 heures tout seul, c'est long et pénible. Donc, je vais faire des formats un petit peu plus courts lorsque je serai tout seul et il y aura d'autres podcasts qui arriveront avec des invités tout au long de l'année francophones et il y aura plus de podcasts en anglais. Donc pour les podcasts en anglais, je mettrai toujours les sous-titres en français sur YouTube, donc vous pourrez évidemment les regarder. Potentiellement, pourquoi pas, j'utiliserai un logiciel pour les AI dub, c'est-à-dire qu'il y aura une voix par-dessus ma voix pour que ça soit en français pour vous. Je pense que ce sera un peu bizarre, mais je vais essayer de le faire. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Évidemment, si vous voulez en apprendre plus autour de la musculation, de la nutrition, mieux performer, si vous voulez avoir une meilleure composition corporelle et que vous cherchez du coaching réellement personnalisé, mon équipe The Prep Family est là pour vous aider. J'ai mis le lien du coaching dans la description. On peut vous aider à atteindre vos objectifs de composition corporelle. Et évidemment, si vous êtes intéressé par toutes mes formations, le lien est également dans la bio. On parle très vite. Je suis très content de recommencer ces podcasts. C'était un peu plus compliqué pour celui-là, vu que c'est encore une fois le début et ça faisait longtemps que j'en ai pas fait. J'espère que ça vous aura plu et on se dit à très vite.